on parle de ce fameux Yahya Sinwar, hein, c'est lui la tête du Hamas à Gaza. C'est un homme de 60 ans, on sait assez peu de choses sur lui, mais ce qu'on sait en revanche sur le Hamas, c'est que depuis un moment, ils sont extrêmement préparés. Donc en fait, aujourd'hui, rien ne nous dit que ce qui est mené dans le nord de Gaza est vraiment pour effet de trouver cet homme. Il peut très bien avoir fui depuis un moment. Oui, alors peut-être quelques mots, tout d'abord sur Yahya Sinwar qui, a en réalité, alors on a des informations en réalité depuis, très longtemps, hein, puisque c'est un militant palestinien qui a, participé à la première intifada au cours des années 80, qui ensuite, donc qui a fait ses armes, hein, dans les années 80, qui a assisté à la naissance du mouvement Hamas, dès les débuts et qui l'a rejoint, dès la fin des années 80, avec, déjà à l'époque un statut assez élevé dans l'organisation, puisque par ailleurs, cet homme a acquis une forte popularité du fait de son incarcération. Il a été emprisonné 20 ans, puis libéré en 2011, qui lui a valu tout de même une très grande popularité puisqu'il est devenu aux yeux bien sûr d'un certain nombre de Palestiniens, une figure, un symbole de la résistance à Israël. Alors, il est, sur le plan idéologique, ça me paraît important parce qu'on a quand même des sensibilités, je dirais, non pas différentes, mais qui méritent une nuance, un degré de nuance au sein du Hamas. Yahya Sinwar, c'est plutôt la frange dure sur le plan idéologique, c'est-à-dire l'appel à la résistance armée au combat contre Israël. Et à mon avis, le fait qu'il ait pris la tête du bureau politique du Hamas à partir de 2017, mais comme je l'ai dit, il a été libéré en 2011, donc en réalité, il s'est imposé dès 2011. Ça n'est pas étranger à la radicalisation du Hamas dans la bande de Gaza et avant l'attaque du 7 octobre, à la série de confrontations armées que l'on connaît qui ont opposé ce mouvement à Israël dans le cadre d'opérations précédentes qui n'avaient pas vu d'offensive terrestre, mais Justement. qui s'étaient soldées par un affaiblissement de ce mouvement. Donc c'est quand même, je dirais pour conclure, une des grandes figures recherchées par Israël parce qu'il est considéré tout de même comme le chef spirituel de la lutte armée à Gaza, au-delà de ses fonctions politiques. Encore une fois, il a été dans le commandement militaire du mouvement, donc c'est quand même aux yeux des Israéliens, un ennemi existentiel. Ils sont quelques-uns à l'être à Gaza et bien sûr ailleurs, au Qatar notamment. Oui, mais sur l'attaque du 7 octobre, on dit particulièrement qu'il a forcément donné son aval, mais qu'il n'est pas forcément à l'origine de ça. On n'en sait pas plus en vérité sur son rôle. Je pense qu'on n'a pas vraiment toutes les informations à l'heure actuelle, autour de l'attaque du 7 octobre. Qu'elle ait été planifiée tout de même, c'est certain, parce que je ne vois pas comment sans planification, sans renseignement alors ça c'est d'ailleurs un point important, Yahya Sinwar, c'est le chef du renseignement du Hamas aussi, donc c'est pour cela à mon avis que les Israéliens le pointent du doigt, parce que cette attaque du 7 octobre, elle n'a pas pu prendre non plus totalement par surprise le renseignement israélien. Elle impliquait sans doute des préparatifs de long terme. Il faudra faire toute la lumière sur ce point, sur cet aspect de l'attaque. Mais au-delà, cette attaque, elle a pu tout de même aussi avoir, c'est ce que j'ai souligné à plusieurs reprises, revêtir un caractère aussi anarchique dans le sens où je pense qu'un certain nombre de Palestiniens qui n'étaient pas forcément des militants directs, des combattants entraînés du Hamas, ont pu aussi profiter de l'ouverture de la frontière pour passer, des combattants aussi, des militants du djihad islamique. On n'a pas encore fait toute la lumière sur qui était vraiment présent le 7 octobre, mais qu'il y ait eu un degré de planification, vu l'ampleur de cette attaque qui a pris par surprise Israël, c'est absolument indiscutable à mes yeux. Merci beaucoup Myriam Benrad d'avoir été en direct sur LCI. Margot Haddad, c'est vrai que cet homme, on l'a dit, il a été condamné à 30 ans de prison pour un quadruple meurtre, donc c'est pas un enfant de cœur déjà, ça c'est évident. Il passera 22 ans dans les prisons israéliennes. Il est libéré via l'accord de libération de Gilad Shalit en 2011. Donc en fait, pour Israël, non seulement c'est un responsable aujourd'hui de l'attaque, mais c'est aussi quelque part un symbole. Mais c'est le cas de beaucoup de membres du Hamas qui se sont rendus le 7 octobre pour commettre ces massacres dans le sud d'Israël. Il faut le savoir, Yahya Sinwar, il est surnommé le boucher de Khan Younes pour ses exactions, notamment au sein même de la bande de Gaza, puisqu'il a aussi tué des Palestiniens qui étaient accusés d'avoir collaboré avec Israël, ou même certains qui étaient juste allés travailler en Israël. Donc il y a
aussi cette volonté de la part de Yahya Sinwar et de certains de ses collaborateurs, si on peut les appeler comme ça, d'éliminer toute personne qui accepterait notamment cette solution à deux États ou cette collaboration potentielle avec Israël. Yahya Sinwar, c'est vraiment pas un enfant de cœur. C'est toutes ces personnes qui ont été libérées de toutes les manières dans l'accord de Gilad Shalit sont devenues des combattants, ou si ce n'est pas eux, c'est souvent des membres de leur famille qu'on a retrouvés également dans cette planification et aussi dans l'action qui a été faite le 7 octobre. Forcément, c'est un échec sécuritaire pour Israël, puisque libérer des personnes pour un soldat, il y en a eu plus de 1000 qui ont été libérés, et de voir que ces personnes, eh bien, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'elles reviennent sur le territoire israélien pour commettre des exactions, eh bien, forcément, c'est quelque chose qui sera reproché au gouvernement israélien après cette guerre. Aurélien Duchesne, on dit aussi qu'il a fondé le Madj, la police du Hamas. Son rôle, c'est d'identifier les espions israéliens au sein du Hamas. Et en fait, là, c'est important aussi pour Israël parce qu'on le sait, là, pour l'attaque du 7 octobre, il y a eu des failles dans le renseignement israélien, ou en tout cas dans ce qui en a été fait de ce renseignement israélien. Ça aussi, c'est une manière de montrer que ce qu'a pu faire le Madj a eu aussi son importance le 7 octobre. Oui, comme nous le disions avant, il y a eu une purge au sein de la bande de Gaza des potentiels capteurs, c'est-à-dire des indices, par exemple, qui pouvaient renseigner les Israéliens. Il y a en fait ce Majd, qui est donc quelque part la force de sécurité du Hamas en tant que parti politique, avec une matrice qui est quasi, j'ai envie de dire, totalitaire. Hein. Et de l'autre côté, la Tanfitia, la force exécutive en arabe, qui est, elle, plus une police davantage d'application tout simplement de l'idéologie islamiste du Hamas. Ce sont eux, par exemple, on a vu ces images horribles où ils lancent des homosexuels depuis des toits, où ils persécutent des gens, etc. Donc, du côté israélien, évidemment, le fait d'avoir perdu ces capteurs humains sur lesquels se basait notamment l'Aman, le renseignement militaire, et le Mossad, qui est le renseignement extérieur, a été assez catastrophique pour essayer de savoir ce qui se passait dans la bande de Gaza. Donc, le fait d'éliminer non seulement celui qui est présenté, en tout cas à la télévision israélienne, notamment, je crois, comme l'un des chefs d'orchestre, l'un des architectes des massacres du 7 octobre, a évidemment une valeur symbolique, comme le fait d'avoir éliminé Ben Laden pour les Américains en 2011. Mais il y a aussi son rôle d'organisateur, d'architecte au sein du Hamas, de la bande de Gaza, des services de sécurité qui ont fait cette purge.